Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de la Cour commune. Nous reprenons une nouvelle semaine en votre compagnie et pour cette ouverture de cette semaine, nous parlons entreprise. Avez-vous une idée d'entreprise? Dans quel domaine est-ce? Est-ce que vous savez à peu près les étapes que vous devez passer avant d'y aller? Est-ce que vous connaissez les différentes étapes de vie d'une entreprise et leurs caractéristiques afin de vous y mieux préparer? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Des questions pour nos invités donc qui sont sur le plateau, un plateau auquel vous pouvez participer bien entendu avec le 98 80 93 71, le 98 80 93 71, c'est un appel direct sur ce plateau ou encore le 55 01 82 91, le 55 01 82 91 si vous voulez nous envoyer vos réactions, vos commentaires via WhatsApp. Et pour l'instant, je suis avec Mauton Oueton. Bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Vous êtes entrepreneur, responsable donc d'une entreprise de la place. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Diane Odia, bonjour. Bonjour Gonel, bonjour à tous. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, d'autres invités sont attendus sur le plateau, bien évidemment, mais nous allons démarrer nos échanges par l'entreprise. Déjà, c'est quoi pour vous une entreprise, ce Mauton? Alors, une entreprise, selon moi et selon ce qui est, c'est quelque chose que vous mettez en place qui permet à ce que un service ou un produit soit mis dans la société. Je dis. Très bien. Diane, quelque chose à ajouter? Je dirais tout simplement qu'une entreprise, c'est un projet que vous pensez et que vous mettez en place. Vous essayez quand même, lorsque vous pensez, vous essayez quand même de voir le contour, comment est-ce qu'il faut faire pour quand même créer. Et après, vous lancez. Et lorsque vous lancez, le travail commence. Très bien. Donc, une idée qu'il faut mettre en place pour un objectif, bien entendu, parce que quand on met en place une entreprise, ça doit avoir des objectifs. Forcément. Sans objectif, il n'y a pas d'entreprise. Très bien. Et bien entendu, comment est-ce qu'il faut mettre en place cette idée, avant même de lancer l'entreprise? Comment est-ce qu'on est sûr que, voilà, j'ai une idée d'entreprise, j'ai quelque chose de viable en main? Alors, ce que moi je peux dire, selon mes expériences, d'abord, ça part d'une idée. Oui. Ça part d'une idée et cette idée vient n'importe quand, n'importe comment. En fait, on ne peut pas essayer de dire, bon, voilà, l'idée est venue à tel moment, mais on sait quand même que l'idée vient. Et quand l'idée vient, on sent quand même qu'on a quelque chose, on a une envie de pouvoir mettre en place, de pouvoir mettre sur pied quelque chose. Donc quand l'idée vient, là, on est sûr que c'est quelque chose. Maintenant, il faut d'abord savoir de quel type d'idée il s'agit et savoir les contours. Mais les contours, c'est quand tu commences par mettre en place au fur et à mesure, puisque, bon, selon moi, bon, il y a des gens, par exemple, quand ils ont des idées, ils se mettent à écrire. Oui. Donc, tu dois écrire l'idée que tu as eue. Et là, tu commences par voir les contours au fur et à mesure avant de pouvoir mettre ça en place. Très bien. Alors, nous avons le coach Justino Vieira. Dans nos locaux, nous allons l'installer. Justino Vieira, bonjour. Bonjour Gonel Adé aussi. Bonjour Diane Christelle Onia-Odier, cher ami, bonjour. Téléspectateurs, à vous, bonjour. Comment est-ce que vous allez ce matin? Ça va, la pleine forme, toujours. Toujours. Merci d'être avec nous. Vous êtes coach en développement personnel et des entreprises. C'est exact. Alors, je reste avec vous. Une entreprise, Justino Vieira. Qu'est-ce qu'on peut entendre par cela? Merci beaucoup. Je commence toujours par rendre hommage, faire mes civilités au directeur général de ETD, M. Agapit Napoléon Mafroikan, qui nous offre toujours l'avantage, l'opportunité de ce rendez-vous des connaissances. Eh bien, l'entreprise, comprenez que c'est déjà une unité économique qui combine des facteurs de production. Et lorsqu'on parle de facteurs de production, il peut s'agir des moyens financiers, il peut s'agir des matières, des moyens matériels, bien entendu, comme il peut s'agir, bien entendu, des moyens, ce que nous appelons les matières premières ou matériels premiers. Et lorsque ces moyens sont combinés, c'est pour produire des biens et des services. Et lorsqu'on parlera de biens, c'est bien entendu des produits tangibles. Et lorsqu'on parlera de services, ce sont des produits intangibles. Et ces produits
qui sont fabriqués par l'entreprise sont destinés à la satisfaction des besoins de la communauté, à la satisfaction des besoins du marché. Cela sous-entend que l'entreprise aurait fait en amont un travail, un diagnostic pour identifier le besoin du marché, le besoin d'une frange de la population et en réponse, produit ses biens et services et dans le but de faire des profits. C'est déjà ça qui fait la différence fondamentale entre une entreprise et une organisation. L'organisation n'a pas pour vocation forcément de faire des profits. Par contre, l'entreprise, son but, c'est faire des profits, mais son moyen, c'est produire des biens et services pour satisfaire les besoins de la communauté. Très bien. Besoin de la communauté, tout à l'heure vous avez dit qu'il faut aller sur le marché, donc identifier le besoin donc, de cette communauté pour pouvoir venir en appui et pour pouvoir trouver solution. Alors, Mauton, vous êtes entrepreneur, comment ça s'est fait votre travail avec le marché pour pouvoir déceler leurs besoins? Bon, soyons d'abord francs, quand on parle d'aller sur le marché pour connaître les besoins, bon, il y a les études qui se font. Maintenant, c'est selon un échantillon, tu essaies de voir peut-être 10, 15, 20 personnes selon cet échantillon, tu te dis ok, et tu as des questionnaires que tu poses, et là, le retour que tu auras de ces questionnaires va te permettre de pouvoir savoir ok, quel est le besoin et comment je peux réellement répondre à ce besoin selon l'idée ou bien selon cette chose qui est en train de brûler dans ton cœur que tu veux mettre sur le marché. Très bien. 15-20 personnes, je reviens à vous, Justino Vieira. Disons, est-ce que c'est suffisant? 15 personnes, en réalité, le nom n'est pas déterminant. Comme je me plais toujours à dire, l'équipe ne fait pas l'armée, c'est la qualité des ressources humaines qui fait l'armée. Très bien. Et si votre besoin vous incite ou bien vous oblige à constituer une équipe élargie, mais c'est pour la bonne cause, pour le faire. Mais le nombre n'est pas limitatif et n'est pas exhaustif. Très bien. Alors, Diane, est-ce que vous avez déjà eu peut-être à participer, à donner votre avis sur une idée d'entreprise pour voir comment ça se fait? Du tout pas. Non. Pas Est-ce encore. que ça va venir? D'accord. Alors, Justino Vieira, quand on a son idée d'entreprise et qu'on fait son étude du marché et autres, à quoi est-ce qu'on doit s'apprêter en lançant son entreprise? À quoi est-ce qu'on doit s'apprêter? Eh bien, lorsqu'on parle d'une entreprise, comme je l'ai dit, c'est avant tout une unité économique. Et qui parle d'unité économique fait appel au côté rationnel des moyens, au côté rationnel de la combinaison. Parce que ce qui va nous surprendre, ou ce qui est un peu paradoxal ou problématique, c'est que l'entrepreneur, c'est un rêveur. Un rêveur qui veut créer ce qui n'existe pas. C'est un rêveur qui veut créer ce qui est encore dans l'abstrait. Son challenge, c'est d'amener alors dans le physique, ramener dans le concret ce que personne ne voit. Mais là où il y a le dilemme, là où se pose le problème, il n'a pas les moyens de son rêve. Il n'a pas les moyens de concrétiser ce vouloir. Alors, comme un athlète, il va courir, aller chercher les moyens et sur ce chemin de recherche des moyens, il sera confronté à des difficultés énormes. C'est pour ça, nous disons en coaching entrepreneurial que la première chose dont a besoin l'entrepreneur, c'est d'abord l'esprit entrepreneur. L'esprit entrepreneur qui permet à l'entrepreneur d'avoir cette moule, qui permet d'avoir cette courbe, qui permet d'avoir cette tournure, cette appréciation et appréhension de sa mentalité pour se dire, voilà, je veux réaliser quelque chose que personne peut-être n'a encore fait. Je n'ai pas les moyens. Je suis confronté à des rejets parce que des gens me diront ton projet n'est pas viable. Même si à des moments donnés, on estime que le business plan, encore appelé plan d'affaires, est une réponse pour qualifier de la viabilité ou pas d'un projet, il peut arriver quand même que vous ayez ce business plan sous la main et qu'on vous dise ce que nous appelons les techniciens à la matière, vous diront votre projet n'est pas viable ou si vous êtes issu d'une famille assez nourrie, d'un standard social élevé, vous allez faire recours à votre oncle, pour dire de vous appuyer. Mais dans le même temps, lui-même trouvera que votre projet n'est pas convaincant. Donc, la première grosse difficulté, c'est d'abord cette barrière mentale dont l'entrepreneur doit sortir. Le deuxième niveau, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre. Mais
qui parle de mise en œuvre parle en amont de la planification. C'est parce que j'ai su faire ma planification, j'ai pu considérer ce qu'on appelle les années mortes. Tenez-vous tranquille. L'entrepreneur ne peut pas créer son entreprise et du jour au lendemain engranger des bénéfices. Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire qu'il y aura un temps mort et la budgétisation doit prendre en compte les temps morts. En études financières, nous disons souvent qu'il faut le faire sur 3 années, mais il peut arriver que votre entreprise sur 5 ans soit des années mortes. Mais quand ça dépasse 5 ans, il faut se poser des bonnes questions. Donc, c'est la deuxième étape, la planification. La troisième étape, c'est maintenant la mise en œuvre, l'opérationnalisation. Et c'est parce que beaucoup brisent les 2 premières étapes et vont directement sur la troisième étape qu'on trouve que l'entrepreneuriat n'est pas porteur, que l'entreprise s'est cherchée de difficultés, que c'est à la limite de l'utopie, que l'État n'a pas mis les moyens en place. Non, il n'en est pas question, il n'en est rien. Il faudrait qu'avant d'aller chercher un siège, que je puisse avoir les moyens de payer le loyer au moins sur 3 ans sans attendre un premier client. Il faudrait que si j'ai besoin d'un personnel, il faudrait que je puisse être en mesure d'assumer les charges salariales, ne serait-ce qu'en pendant au moins 3 ans. 3 ans, en 1 an, ça peut prendre. Mais 3 ans, c'est que vous êtes sûr. Les risques sont minimisés, les risques sont limités. Donc voilà les 3 étapes. Très bien. Alors, barrière mentale, les années mortes, l'opérationnalisation, j'y arrive. Maouton, dites-moi, je voudrais bien avoir une idée de votre expérience par rapport à ces 3 moments-là de votre vie d'entrepreneur. Quand vous avez mis sur pied votre entreprise, est-ce que vous avez connu beaucoup de temps mort entre le temps du démarrage et bien sûr au moment où ça a pris et à la phase de l'opérationnalisation, comment ça s'est passé? D'abord, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat, ça fait déjà environ 5 ans. Oui. D'abord, on a commencé par la restauration parce que après le diplôme de BTS, je crois, on a lancé la vente de déguets. Et c'était sur un stand. Donc, on voulait quand même mettre en place quelque chose pour voir comment le marché répondait. Donc, on a lancé. Et comme on le dit, quand vous lancez, c'est exactement ça. Ça ne prend pas automatiquement. Donc, vous êtes obligé de pouvoir quand même subir, de pouvoir ne pas bien manger, de pouvoir ne pas bien se déplacer. Parce que là, on avait des... C'est vrai, on vendait. Et nous-mêmes, on était sur stand, on vendait du déguet, on était avec des tabliers. Donc, il fallait quand même pouvoir manger. Maintenant, subvenir à ses besoins, ça c'est un peu. Mais quand tu fais les calculs et tout, ça ne pouvait même pas permettre de pouvoir le faire. Donc, on était obligé, on était 2, on était obligé de prendre des petites parties. Maintenant, après, ce business a eu vraiment des coups bas et tout. Après, on a lancé réellement un restaurant qui a subvenu et il y a le Covid qui est rentré dedans et ça n'a pas marché. Donc, le troisième que j'ai lancé il y a de cela environ 2 ans, c'est la blanchisserie et le nettoyage bâtiment. Ça là aussi, je crois qu'on a fait 1 an, 8 mois. Actuellement. De temps mort. Ah, de temps mort. Exactement. De temps mort. Où réellement, rien. Tu as juste un employé et c'est vrai, tu as des collaborateurs qui suivent la vision, mais qui n'étaient pas payés. Payés, bien sûr. Donc c'était une seule personne qui était payée. On a essayé de prendre une seconde personne pour payer, mais on a payé juste 1 mois et après on a dit non, on ne pouvait pas. C'est pas possible. Oui, c'était pas possible. Donc, on a commencé par être quand même rentable. Il y a de cela octobre passé. Très bien. Ce qui a fait actuellement, on est de 1 collaborateur. Bon, avec ceux qui étaient dans le groupe, on est parti déjà à 7 en un bref de temps. Ça veut dire qu'en réalité, le temps mort, c'est quand même un temps où la base, la fondation, tout est en train d'être construit. Donc, sans fondation, sans base, c'est clair qu'il n'y aura pas d'entreprise. Très bien. 1 an, 8 mois de temps mort, bon, c'est déjà beaucoup moins que les 5 années qui suivent. Il y a des expériences qui ont suivi. Exactement, c'est vrai. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes quand même dans le domaine. Ça fait 5 ans, oui. On revient aux 5 ans, oui. Alors, Diane, est-ce que vous avez peut-être, disons, des amis qui sont justement dans le domaine et de qui vous avez cette expérience-là
d'entrepreneuriat et qui justement ont connu des moments comme notre invité Maouton. Alors j'ai un ami qui quand même a pensé, ça n'a même pas encore fait 1 an, il a pensé quand même mettre en place genre un endroit où on vend de la bouillie, des guets, toutes sortes de mets. Et lorsqu'il avait commencé, son objectif tout de suite c'était que ce soit rentable, qu'il puisse quand même s'en sortir avec ça, parce que pour lui, sa vision c'est que ce n'est pas loin du campus, alors il y a des étudiants qui peuvent s'en procurer, donc il n'y a pas match que ça ne marche pas. Ça doit absolument marcher. Il était parti dans cette logique-là. Et 1 mois, 2 mois, il fait de communication et tout. Mais ce qu'il constate, c'est que parfois on rentre toujours avec les restes, ça ne finit pas. Et il se retrouve, il dit, il va s'endetter s'il continue comme ça. Mais ça devrait absolument marcher. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Encore qu'il n'a pas pris assez de temps avant de mettre en place qu'il avait commencé, parce qu'il se disait, il n'a même pas pensé à l'échec en fait. Donc après quelques mois, il s'est rendu compte que ça n'allait, ça va de jour en jour. Il peut se retrouver peut-être un jour, la semaine où ça vraiment c'était rentable et puis c'est bon. Bien, mais voilà, après ça ne marche pas. Et je pense qu'il y a 5 jours, combien de jours je ne sais plus, mais pas une semaine, où il me disait que là il s'est endetté parce que franchement, quand ils reviennent et puis ils lui font le point, c'est que le lendemain, il est obligé de refaire encore d'autres choses. Il ne peut pas reconduire la même de la veille. Donc, il s'est endetté dans l'objectif. Quand il s'endette, il se dit que lorsqu'ils vont partir, c'est sûr que cette semaine, ça va marcher. Puis, je vais pouvoir payer mes dettes. Mais là, il s'est retrouvé quelque chose de banal où peut-être qu'il va même pas dépenser 50 000 francs avant de sortir, que les gens ne sortent. Et il a au moins 5 personnes qu'il gère. 5 personnes qu'il gère. Et puis le paie, normalement, pour un début qui n'a même pas encore fait des mois. Je pense que ce truc-là, il n'a même pas encore fait 6 mois. Donc, il gère 5 personnes déjà. Et quand il me parle la dernière fois, c'est qu'il s'est endetté jusqu'au point. Il a payé ça, reste 150 000 francs. Donc, il devait payer un peu. J'ai dit, mais comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu t'en es retrouvé là? Il dit, c'est parce que sûrement, il a des gens qu'il paie. Je dis, au début, d'abord, il ne devrait pas avoir des gens. Déjà, à son natif, où il doit pouvoir payer en fin du mois. Chaque fin du mois, il doit dire, vous pouvez gagner si. Mais des gens qui peut-être adhèrent et acceptent la vision, l'accompagnent. Et après, lorsque ça va donner quand même, ils vont établir un budget, savoir comment est-ce qu'il faut gérer le personnel. Mais un début comme ça, c'est sûr que ça va pas marcher. Parce que vous-même, j'imagine, lorsqu'ils rentrent en une journée, ça ne marche pas. Et que vous vous asseyez, ils vont pas comprendre parce que tu les as déjà appris et que ça marche ou pas, c'est qu'ils doivent attendre. Voilà. Alors, le début, il avait peut-être expliqué que bon, ça peut ne pas marcher. On s'entend lorsque ça marche, j'ai peut-être un pourcentage que je vais vous donner. Là, c'est bon. Mais ça marche ou pas, les autres doivent prendre le sou. Et comme ça, ce que j'ai constaté avec lui, c'est que bon, l'entrepreneuriat, il faut pas se jeter comme ça. Juste se réveiller sur un coup de tête, dit peut-être dans ce milieu, on a quand même des besoins. J'ai senti que ces personnes ont des besoins, donc je dois pouvoir me mettre à leur disposition si je créais si. Mais travailler et savoir déjà le contour, là où est-ce que ça va m'amener, et des gens qui doivent pouvoir adhérer la vision et travailler avec vous. Si ça marche, on gagne, tout le monde gagne. Si ça ne marche pas, c'est qu'on laisse. Mon vis-à-vis a dit tout à l'heure que son entreprise, lorsqu'ils ont commencé, il y a des entreprises qui ont fait quand même 1 an, ça n'a pas marché, puis ils ont laissé. Et je crois que si, en ce moment, il y avait des personnes où peut-être il s'est dit, et si on employait 5 ou 6 personnes, parce que peut-être pour lui, sa vision, c'est que ça doit pouvoir marcher forcément. Il va même pas faire 1 an avant de fermer, si je prends le cas de cet ami. Alors, Justin Viera, je retiens un point quand même essentiel dans leur développement, c'est l'appui au début de l'entourage. En tout cas, ceux de qui vous vous êtes entourés, ceux qui accompagnent la vision, ceux que vous payez aussitôt. C'est important dans le développement de l'entreprise, en réalité. Bien entendu, c'est un événement, un moyen, un des tout premiers. Jean Baudin nous dira en 1947, il n'y a point de richesse qu'il n'y en a d'homme. Alors, je préfère avoir une ressource humaine qualifiée sans gros moyens que d'être avec des gros moyens matériels, financiers et sans ressources humaines qualifiées. Mais il faut nuancer.
la nuance va dans les deux sens. Premier sens, est-ce que j'ai besoin des gens qui accompagnent simplement la vision et qui sont prêts à faire tous les sacrifices qu'il faut? Je ne vais pas leur payer les salaires. Ils sont là pour m'accompagner si je me mets dans le développement de Diane, Christelle. Mais tenez-vous tranquille. Tout dépend de ce que vous recherchez. Recherchez-vous des gens qui vont vous accompagner dans la vision, bien qu'ils soient des amateurs, ou des gens qui vous accompagnent. Peut-être que votre vision n'est pas a priori, mais qui sont des professionnels. Parce que le temps mort dépend aussi du professionnalisme, dépend aussi de la compétence, de l'équilibre que vous mettez dans votre entreprise. Lorsque j'ai mon ami Is, qui, au nom de la considération, du respect qu'il a pour moi, veut m'accompagner dans ma vision, mais n'est pas qualifié, n'est pas à la hauteur, est-ce que je vais le prendre pour lui dire qu'on se forme sur le tas? Est-ce que il va faire de l'autodidactisme? Non. Tout dépend. Soit je veux que mon entreprise grandisse vite et je prends des professionnels et je paie le prix qu'il faut en conséquence pour que si un jour Mme Brunel me rend visite, qu'elle puisse être en mesure de dire, mais dis donc, vous avez des personnels qualifiés dans votre entreprise. Bien que vous soyez au début, tout cela stimule l'appétit de venir régulièrement dans votre entreprise. C'est pour ça que je dis, le jeune entrepreneur doit comprendre avant tout qu'il est un aventurier. Et il a pris un engagement. Je me mets souvent dans cette exégèse de Jean-Jacques Rousseau qui parle de contrat social. Oui. L'entrepreneur, c'est un contrat social. Il est un co-contractant avec le peuple, avec la société, avec la communauté. Et en conséquence, il doit mettre toutes les chances de son côté. Il doit mettre toute la qualité, toute la perfection, toute l'imagination qu'il faut pour offrir des services de meilleure qualité. En entrepreneuriat et spécialement chez nous en marketing, il n'y a pas de l'à peu près. Soit c'est 0% ou c'est 100%. Mais il n'y a pas 50%, 60%. Non, soit c'est 0 ou c'est 100. C'est pour ça, le business plan paraît indispensable. C'est nécessaire. Parce que ça vous permet de prévoir l'investissement sur votre entreprise, le fonctionnement de votre entreprise sur au moins 3 ans. Et il ne faut pas perdre de vue que dans les phases, peut-être qu'on y reviendra certainement, dans les phases de croissance de l'entreprise, la phase qui est un peu notre Golgotha, le Golgotha des entrepreneurs, c'est la phase de lancement. Lorsque la phase de lancement est bien faite, et si ça décolle, c'est comme l'avion sur le tarmac, ça prend et c'est parti. Nous allons donc y aller dans quelques minutes. En attendant, on va installer notre dernier invité sur le plateau. Nous poursuivons nos échanges. Habib Kodanou, bonjour. Bonjour Madame Brunel. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, merci. Bon, vous vouliez saluer les autres, je vous laisse les saluer. Bonjour coach, bonjour tout le plateau. Cher ami, bonjour. Bonjour Madame Diane. Bonjour. Super. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre plateau pour parler des étapes de vie d'une entreprise. Nous allons donc les énumérer et y aller avec les différentes caractéristiques. Justino Vieira, vous nous parliez du lancement. Mais déjà, quelles sont les grandes étapes qu'on peut avoir pour une entreprise? Une entreprise est portée par un être humain. Et par parallélisme, les étapes d'un être humain sont transposables à celles de l'entreprise. Un être humain naît, grandit, s'accomplit et finit par mourir. Absolument. Parallèlement, l'entreprise naît, grandit, s'accomplit et finit aussi par mourir. La phase de la naissance, c'est celle que nous appelons la phase du lancement. Et au niveau du lancement, votre entreprise est à une étape que nous appelons en marketing, votre produit est appelé produit dilemme. Produit dilemme, parce que c'est dans la tendance, est-ce que ça va prendre, est-ce que ça ne prendra pas, est-ce que ça va prendre. Donc votre produit est dans l'hésitation, parce que lui-même, rien n'est sûr, vous êtes dans l'indécision. Donc à la phase du lancement, votre produit est à l'étape dilemme. Mais lorsque vous faites un pas avec la conjugaison de vos efforts, de vos moyens, de votre professionnalisme et leadership mental, bien entendu, vous allez passer à l'étape 2, qui est la phase de croissance. La phase de croissance où, un peu comme le grain placé sous terre, l'entreprise, le produit sort un peu la tête. Oui. Et c'est ce que nous allons appeler produit vedette. La vedette qui sort la tête, c'est que ça paraît étrange. Tout le monde est curieux, mais c'est encore quoi ça? Quand on entend parler, on dit c'est nouveau, c'est sorti quand? Ah bon? Ça
pousse la curiosité, ça attire l'attention, ça capte lorsqu'on en parle. Là, votre produit devient un produit vedette. Tout le monde veut connaître ça. Pas forcément pour y adhérer, mais juste pour connaître, pour dire, mais se voir flatter son ego, pour dire, je l'ai consommé une fois. Oui, je connais ça. Ça s'arrête là. Donc, votre produit à l'étape de la croissance, votre entreprise à l'étape de la croissance, votre produit est appelé produit vedette. Mais lorsque les gens expérimentent votre produit, l'idéal, c'est qu'il soit fidélisé à sa consommation. Bien sûr. Et lorsqu'il se fidélise, désormais, votre produit passe de produit vedette à produit vache à lait. Et ça, c'est la phase de maturité de l'entreprise. À la phase de maturité, votre produit a la coloration d'un produit vache à lait. Pourquoi? Parce que vous jouissez de ce que vous avez semé. À la phase du lancement, les gens ne connaissaient pas le produit, c'est vous seul et peut-être votre team, votre équipe qui connaissait le produit. Et vous êtes battu contre Manzé pour faire connaître ça. À la phase de croissance, les gens sont venus voir, un peu comme une foire, un peu comme une exposition. Et à la phase maintenant de la maturité, les gens sont fidèles. Donc vous avez maintenant ce qu'on appelle des clients. Or, à la phase de croissance, vous avez ce qu'on appelle les prospects. Ils ne sont pas encore clients. D'accord, ils ne sont pas encore clients. Mais à la phase de croissance, ils sont clients et les revenus tombent. Les chiffres d'affaires prennent du poids ou bien s'améliorent. Et là, vous pouvez assumer les charges liées aux investissements, les charges liées au fonctionnement et vous-même vous offrir un certain confort. Parce que dans un autre débat, on ne peut pas en parler ici, on dira que la première personne qui doit s'offrir la plus belle part du lion dans une entreprise, c'est le chef d'entreprise, c'est lui qui fait l'image de l'entreprise. Bref, donc vache à lait, c'est un peu comme une vache. Vous pouvez maintenant jouir de ce lait, de lait que la vache produit. Donc c'est pour ça que votre produit est à l'étape de vache à lait. Mais la dernière étape, votre produit devient produit poids mort. Parce que l'entreprise tombe dans le déclin. Il est vrai, juridiquement, une entreprise naît pour 99 ans. C'est vrai. Mais pratiquement, dans la réalité, la routine fait qu'une entreprise ne peut pas faire 99 ans. Vous voyez des produits que nos parents ont connus, qui sont de leur génération. Je ne vais pas faire de la publicité, mais suivez mon regard, vous allez en citer, vous allez les connaître. Mais vous avez des produits dynamiques. Donc, inévitablement, le produit meurt à un moment donné. Mais à la différence de l'homme, le produit est ressuscitable. C'est ça. Et c'est votre capacité à ressusciter votre entreprise qui fera, est-ce qu'il va rester produit mort tout le temps ou à un moment donné, est-ce qu'il sera ressuscité? C'est le leadership. Mais il y a compris que les 4 grandes étapes d'une entreprise, dans la phase de lancement, la phase de croissance, la phase de maturité et enfin la phase de déclin. Très bien. Lancement, croissance, maturité et bien entendu déclin. Alors, Habib Kolonou, vous êtes entrepreneur également. Avant de nous parler de comment vous vous êtes lancé dans le domaine, vous pensez être à quel niveau? Votre entreprise, vous pensez qu'elle est à quel niveau dans toutes ces étapes? Merci Madame Brunel. Aujourd'hui, je peux dire que mon entreprise est à la phase de croissance. Très bien, à la phase de croissance. Alors, quels sont, disons, au niveau du lancement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que cela puisse être aujourd'hui, deuxième étape à la phase du lancement, pour qu'elle puisse réussir, pour que votre entreprise puisse déjà évoluer à cette étape? Parce que certaines entreprises aussi peuvent tout simplement ne pas évoluer et disparaître. Absolument. Madame Bruno, nous savons que d'abord l'entreprise, c'est cette entité juridique qui combine bien sûr le travail et puis le capital pour forcément produire une valeur marchande, donc alors obtenir un bénéfice, c'est-à-dire faire du profit. Alors, lorsque j'ai pensé mettre en place mon entreprise, je suis passé par la phase d'abord de création, j'ai réfléchi, j'ai scruté le marché, j'ai fait une étude du marché et j'ai dit, bon tiens, mais qu'est-ce qu'il faut mettre aujourd'hui sur le marché qui puisse répondre concrètement aux besoins de la clientèle, parce que la cible, la clientèle était déjà définie. Dès lors que j'ai trouvé le produit, je me suis dit, bien, quand je fais le point des concurrents déjà qui sont sur le marché, qu'est-ce qu'il faut apporter de plus, de différent, voilà, pour quand même me démarquer d'abord de la concurrence qui existe, afin de pouvoir davantage augmenter ma part de marché. Et dès lors que tout cela a été réuni, j'ai dit, bon, maintenant, il faut lancer le produit sur le marché. Alors, comment est-ce que j'ai réussi le lancement du produit? D'abord, le lancement d'un produit d'une entreprise commence d'abord par l'interne. L'interne suppose d'abord les ressources humaines. Il faut forcément avoir un capital humain renforcé, bien équipé, des gens qui sont capables, qui sont outillés, qui sont capables de vous apporter la valeur qu'il faut sur le produit à l'interne.
Alors après, cela a dit, bon, maintenant il faut aller maintenant sur le marché. Vous savez que quand on part sur le marché, il faut forcément mettre en place une politique de communication adaptée et très adéquate. Lorsque vous échouez dans votre politique de communication, ce n'est pas évident que vous puissiez conquérir le marché, que vous puissiez réussir votre lancement. Lorsque vous ratez votre communication, quand vous ratez votre marketing, quand vous ratez votre politique de communication, sachez d'office que vous avez déjà complètement échoué votre phase de lancement. Toutes les grandes entreprises qui ont réussi, tous les produits qui ont marché aujourd'hui, ce sont des produits d'où l'équipe de communication et marketing a pu développer une bonne politique marketing qui permet à ce que l'entreprise puisse réussir. Vous connaissez ces produits, ils n'ont pas cité les noms. Oui. Quand on rentre par exemple dans les cosmétiques, quand on rentre dans l'alimentaire, les boissons, vous allez voir, ils commencent par un bon lancement, c'est-à-dire une bonne communication. La communication, elle a un tract. Ça attire, ça draine le monde et avant même que vous ne partiez à la phase de croissance, c'est la communication même qui vous aura vers la phase de croissance. C'est la communication même qui attire des clients vers vous. C'est la communication qui devient désormais votre porte-parole qui parle de vous. Donc, j'ai réussi mon lancement à travers ma communication. J'ai mis en place une bonne politique de communication en ayant scruté le marché. J'ai trouvé les formats qu'il faut. Parce que quand vous ne développez pas un bon format, ce n'est pas possible. Savoir quels sont les réseaux sociaux sur lesquels se trouve votre clientèle. Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels se trouve votre cible et maintenant quels sont les formats qu'il faut utiliser dans votre politique de communication pour attirer la cible. Maouton, vous, je dirais aussi croissance aussi, à moins que vous soyez à un autre niveau. Très bien. Croissance aussi pour votre entreprise. Vous nous avez parlé un peu du lancement, justement. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce que pour vous a permis d'y arriver finalement? Alors, quand tu as eu déjà des expériences passées qui t'ont montré les suffisances, donc tu dois pouvoir quand même innover et donner plus. Comme l'intervenant a dit tout à l'heure, il faut d'abord quand même, quand vous voulez lancer, il faut mettre en place une stratégie de communication. Et surtout, nous savons actuellement que nous sommes tous sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux sont réellement un tournant sur lequel on doit se baser pour pouvoir réellement propulser la communication autour du lancement du projet. Parce que quand vous lancez, comme il le disait tout à l'heure, quand vous lancez mal, c'est perdu d'avance. Parce que quand tout autour du lancement, il n'y a pas du bruit, après, ça disparaît. Donc, autour du lancement, il doit avoir réellement un bruit qui fait que les gens veulent savoir de quoi il s'agit. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Et là, quand vous ouvrez, ou bien, ils sont tellement impatients de pouvoir savoir de quoi il s'agit que quand vous ouvrez automatiquement même une petite porte, tout le monde... Donc, ça fait en réalité que quand vous lancez comme ça ce projet, même si vous n'avez pas autant de moyens, avec le peu de moyens, parce que nous, on avait lancé parce qu'on n'avait pas autant de moyens. Donc, le peu de moyens qu'on avait à disposition, c'est ça qu'on a mis en place et c'est ça réellement qui nous a permis de pouvoir vraiment lancer. Diane, est-ce que, j'allais dire, pour les entreprises, ils ont parlé de communication agressive finalement, je vais dire. Est-ce qu'en tant que client ou bien en tant que, oui, je vais dire client, consommateur, aujourd'hui, vous appréciez cela, la communication agressive? Parce qu'ils sont dans leur rôle également. On ne va pas le leur reprocher aussi, oui. Je pense que la communication est très, très capitale, c'est très important. Mais déjà, ce sur quoi je mets surtout l'accent, la communication, c'est bon. Mais le contenu. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui avec plusieurs entreprises, c'est qu'on communique tellement autour du produit. Et lorsque vous approchez de l'entreprise pour savoir quand même quel est le contenu, oui, on communique. Mais ce sur quoi on communique, je veux quand même comprendre. Et savoir si je vais investir, dépenser dans ça. Mais lorsqu'on se rend compte que franchement, c'est rien de comparable même par rapport à ce que vous avez entendu. On a communiqué autour, je suis allée, mais c'est rien de comparable. Alors ça de soi. Et je me pose assez de questions, à moins que peut-être les personnes déjà qui sont chefs d'entreprise, ou ceux qui communiquent autour du produit même, que je puisse peut-être dire, je les connais. Et là, je me dis, je suis dans cette vision-là, où je me mets dans cette posture, où je me dis, avec telle personne, c'est la confiance. Donc ça va pas, je ne serai pas déçue en fait. Mais lorsque c'est un
un nouveau produit et tout le monde court, on commente, on fait ci. Je donne un exemple, par exemple. Un jour, je me suis quand même... J'ai tenté de faire une bêtise, j'appelle ça une bêtise parce que, en fin de compte, je me suis rendu compte que, franchement, j'ai fait du n'importe quoi. On communique autour d'une pizza sur la toile Facebook. Tellement tout le monde commente et c'est des 10 000 de j'aime. Et puis, un jour, j'étais à la maison. Je pense que ce truc, ça date de 6 mois ou bien moins d'un an. Et j'avais envie de prendre la pizza, mais je ne voulais pas sortir. J'ai dit, mais est-ce qu'il faut pas essayer de commander, voir? Et c'est que l'élastique, de toute façon, on montre même là, toi-même, tu as envie de prendre, en fait. Voilà, franchement. Et là, j'ai contacté le numéro, j'ai demandé, j'ai fait ma commande. Et lorsqu'on m'a envoyé ça, j'ai envoyé ma soeur chercher et j'ai reçu ça. Je pense que lorsqu'on a même ouvert l'emballage, franchement... Vous ne voulez plus manger? C'est rien de, c'est même pas, je ne dirais même pas, c'est comparable en fait. Franchement, c'était du n'importe quoi. Je me suis dit, mais est-ce qu'il faut pas, si je vais salir leur image, c'est de là, je fais la photo et puis je vais salir leur image et puis c'est partout. Et je me suis dit, mais je vais leur faire du mal, pourquoi? J'ai dépensé pour ça et c'est de là, je me suis dit, les gens communiquent autour de leurs produits, mais lorsque vous communiquez et lorsque vous êtes à la recherche de la clientèle et pensez aussi, lorsque la personne va se rendre compte, va essayer d'aller vers vous, le produit, est-ce que ça va attirer autant? On communique, on fait des jolies emballades, des jolies photos, on met tout, mais lorsque le client vient, qu'il soit satisfait quand même, même si ce n'est pas à 100%, que ce soit quand même à 70 ou 80%. Mais lorsque vous vous rendez compte, tu es client, et puis tu vas, et puis c'est 30%, 30% c'est grave. Parce que tu ne sais pas si cette personne, la manière de communiquer, cette personne ira encore vers d'autres personnes et dit, mais n'essaie pas ça, c'est même pas du bon. Et comme ça, votre image, ça c'était en même temps. Justine Obiara. Merci. Je fais bien les interventions des amis, mais je ne pense pas placer la communication dans son contexte. Très bien. Communiquer, c'est faire créer le besoin. Communiquer, c'est faire créer le besoin. D'où la communication, c'est l'art d'inciter quelqu'un à faire quelque chose. À la différence de l'information, qui est juste la transmission du message. Oui. Ça s'arrête là, l'information. Vous êtes dans les journalistes, vous pouvez le définir mieux que moi. Bien sûr. Mais la communication, c'est créer la compréhension, première chose, et pousser à l'action. Il est vrai, dans un temps un peu rétrogradé, on nous dira le bien ne fait pas du bruit. Mais aujourd'hui, nous sommes sur un marché compétitif, extrêmement compétitif, où chacun doit faire tout ce qui est de son pouvoir et tout ce qui est en son pouvoir, bien entendu, pour avoir sa part du marché. Et c'est ça qui donne toute l'importance, toute la légitimité et même toute la légalité à la communication. Une entreprise qui ne communique pas est semblable à une lampe allumée mais qui est mise sous le boisseau. D'où il faut communiquer. Ceci dit, je reviens dans la seconde paire de manches. La communication est un couteau à double tranchant. Lorsque vous ne communiquez pas et on vient toucher du doigt le bonheur de vos services, la satisfaction de vos services, parce que je l'ai dit dans une émission pas trop lointaine, que c'est la satisfaction qui fait le chiffre d'affaires d'une entreprise. Et non la communication, c'est la satisfaction. Oui. Mais il faut que les gens viennent vers vous pour expérimenter. Et c'est ça l'avantage de la communication. Et l'aspect, je dirais peut-être divergent, l'aspect un peu négatif, péjoratif de la communication, c'est quand vous communiquez, et à l'exemple donné par Diane, on vient toucher votre produit et on voit que c'est tout le contraire de ce qui se passe. Ça fait repousser des clients éternellement. Éternellement. Alors que si vous ne communiquez pas et on veut toucher du doigt votre produit, ça fait garder des clients éternellement. Donc les deux, communiquer, oui, il faut communiquer. Mais avant, il faut d'abord mettre en place tout ce qu'il faut pour que lorsque les gens viennent toucher du doigt votre produit, qu'ils puissent être en mesure de dire oui. Et communiquer, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises estiment qu'ils communiquent assez. Mais non, la communication est spécifique. Chaque entreprise définit sa cible. Lorsque votre cible sont des personnes de 40 à 45 ans ou à 50 ans,
Vous n'allez pas dire que nous sommes à l'ère du numérique et faire des réseaux sociaux votre outil de communication privilégié. Lorsque votre cible, ce sont les personnes du troisième âge, en raison de la matière, en raison du produit que vous vendez, vous ne direz pas que nous sommes à l'ère du numérique, il faut aller sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, il faut placer l'entreprise dans son environnement et savoir en conséquence le type de communication qui est approprié. Est-ce que je vais adopter une communication média? Si oui, par quel est-ce que je vais utiliser les 6 moyens de communication média à travers CLT, télévision, radio, lettres, internet, ainsi de suite? Ou bien je me contente juste selon mon champ d'activité, mon secteur, je me contente juste de faire une communication en média à travers les foires, à travers les salons, à travers le sponsoring, à travers le mécénat. Donc, c'est aussi un choix. Et lorsqu'on parle de l'entreprise dans son environnement, c'est aussi une étude. Alors, nous allons poursuivre pour faire un tour à la régie, suivre l'élément que Diane nous a réalisé. Donc, sur le sujet, Diane, vous êtes allée à la rencontre de quelques entrepreneurs, c'est bien cela? Absolument, et enfin, tout en revient. Dans la vie d'une entreprise, c'est plusieurs étapes à la fois et on ne naît pas un jour et on grandit le même jour. Il faut partir de quelque part pour en arriver à quelque part. Vous savez, le début de toute entreprise a toujours été difficile. Si vous connaissez quelqu'un qui vous dit que le début de son entreprise a été tellement facile à entreprendre, qui se lance dans l'entrepreneuriat, je dis que celui-là, il a menti. Parce qu'il faut des étapes, il faut graver des échelons. Vous partez de nulle part et vous ne savez pas ce que ça va donner d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Vous ne savez pas ce que ça va donner, mais vous vous lancez dedans avec l'espoir, avec l'assurance que ça va marcher. Le début de toute activité est toujours difficile. Donc on a eu un début très difficile, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on arrive à s'en sortir. J'ai commencé ces business par la vente des oreillers sur la tête. Je me promenais sur la voie jusqu'à un moment donné que les petits sous que j'ai commencé par, je ne l'ai pas dilapidé. Par les économies que Dieu nous a aidé à faire un peu, j'ai commencé par l'ouverture des boutiques. Et l'ouverture des boutiques n'était pas faite d'un seul coup. On a commencé d'ailleurs par la vente de maisons, par les matelas sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le Facebook, WhatsApp, les appels, que les clients commencent à nous appeler un peu. C'est de là qu'on a eu l'idée d'agrandir notre business par l'ouverture des boutiques. Au début, ce n'était pas une entreprise. Au début, je me promenais de maison en maison avec la marchandise. Et des années plus tard, j'ai pensé à créer l'entreprise. Donc, ce n'est pas au début, en même temps avec l'entreprise, mais au départ, c'était de maison en maison. J'avais commencé par les habits, après les bouts d'oreilles. Mais quand j'ai ouvert la boutique, c'est en ce moment que j'ai complété avec les autres, les sacs, les pagnes, avec le temps. On ne peut pas se qualifier soi-même, mais Dieu aidant, nous faisons quand même des choses aujourd'hui. Et la société béninoise, je veux dire tout entière, apprécie ce que nous faisons. C'est déjà l'essentiel. Parce que quand vous travaillez et que les gens n'apprécient pas votre productivité, je crois que ça devrait vous amener à vous poser des questions. En tant qu'entrepreneur, on ne fait que chercher à apporter un plus à ce qui se fait. C'est ça d'ailleurs moi ma particularité. Ce que les autres font, si tu fais la même chose, ça veut dire que tu n'innoves pas. Il faut chercher à innover dans tout ce que vous faites et c'est ça qui vous démarque des autres. Et c'est ce que nous faisons ici au sein de notre structure depuis des années. Nous parlons de nous par notre savoir-faire ici au Bénin et hors du Bénin. Actuellement, on peut dire tout simplement qu'à peu près, j'ai 4 à 5 boutiques sur l'étendue du territoire national. On a eu un début très difficile. On a commencé petitement. Je ne pourrais pas dire que dès qu'on a commencé, on était à cette étape, la vente. Petit à petit, avec la clientèle, on gère. Les clientes que j'avais entre-temps, avant de créer l'entreprise, je les ai maintenues par l'accueil. Je demande après eux par moment, même s'ils ne veulent pas acheter. Et les réseaux sociaux aussi m'ont beaucoup aidé. Et les amis aussi. Les clients qui passent, je les interpelle, je les salue. Il y a de bonnes choses. Vous voulez quoi? L'accueil, ça m'a beaucoup aidé aussi. Si vous avez tous ces témoignages,
ça vous apporte quand même un plus. Je prends un exemple très simple, quelqu'un à qui nous avons réalisé des cartes de vœux, juste des cartes de vœux, pour cette nouvelle année qui a commencé. Et la personne a tellement apprécié, il nous a envoyé des messages pour nous féliciter. Et du coup, Stella, même tout à l'heure, nous appelle pour nous dire vraiment que c'est très beau, les gens sont aimés. Ça encourage, ça veut dire que vous avez quelque chose de plus que vous apportez à la société. Aujourd'hui, bon, quand je regarde autour de moi, ce que ça donne aujourd'hui, c'est l'émotion, hein. Un sentiment de joie m'anime. Et quand je me rappelle de ce que j'ai vécu dans le passé, quand je me promenais de maison en maison, je me dis aujourd'hui, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Estelle qui est arrivée jusqu'à ce niveau? C'est vrai que la joie n'est pas encore totale, mais au moins je me dis, ah, j'ai fait un effort. Je peux dire aujourd'hui, si je me compare par rapport au passé, je me dis, Dieu est grand et je suis très fier. Je suis très fier de moi-même parce que j'avais commencé cette activité. Je ne peux pas dire que quelqu'un m'a aidé par tel capital, une telle somme, non. C'est pas notre propre force et pas la volonté de Dieu. Et aussi par certains collaborateurs qu'aujourd'hui on arrive à avoir un peu la satisfaction de notre business qu'on met en place. Mon mot de fin, c'est d'abord je tenais à remercier mon créateur. Je tiens aussi à remercier mes parents parce que même si m'ont mis à l'école et j'ai eu le diplôme, je n'ai pas pu exploiter faute de manque d'emploi. Si ce n'est pas à cause de l'éducation qu'ils m'ont donnée, peut-être je n'en arriverai pas à là. Donc je les remercie très sincèrement et je voudrais exhorter ceux qui sont sur mon chemin, ceux qui ont fréquenté comme moi, qui ont le diplôme et qui se disent avec le diplôme, moi je ne peux pas faire certaines choses, que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Je ne pouvais jamais imaginer qu'avec tant de diplômes, avec tant de sacrifices, je vais en arriver à là. Mais je voudrais les exhorter à beaucoup d'humilité. Parce que s'il n'y a pas l'humilité là, tu ne peux pas te dire avec mon diplôme, je vais faire ci, je vais faire ça. De persévérer et Dieu va exaucer leurs prières. Voilà, c'était donc quelques responsables d'entreprise, quelques entrepreneurs que vous venez d'écouter sur leur parcours. Habib? Oui. En fait, l'élément est quand même très intéressant. J'ai pu noter 4 choses principales. La première, j'ai réalisé que cet élément a pris en compte les différentes étapes de la vie de l'entreprise, sauf le déclin. Oui, on va y arriver tout à l'heure. C'est super intéressant. D'ailleurs, nous ne souhaitons pas qu'une entreprise aille dans le déclin. Le deuxième constat, et qui est super important, ça fait plaisir, c'est quand même la foi. Les différentes personnes que Madame Diane a eu à interviewer, on constate qu'ils ont cru en ce qu'ils sont en train de faire, ils ont mis la foi dedans, quand bien même c'est difficile. Et quand bien même parfois les moyens ne sont pas de mise, ils ont cru en ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train de réaliser qu'il y a un élément important, c'est-à-dire l'essor de leur entreprise. Le troisième constat que j'ai fait par rapport à cet élément, c'est ce que les chefs d'entreprise eux-mêmes ressentent. De l'émotion, de la joie. Lorsque M. Rondin vient vous dire que jusqu'à la réalisation d'une carte de vœux, qu'un client l'appelle et que le client lui dise merci, c'est bon, c'est intéressant, et qui se demande comment est-ce qu'on peut nous remercier pour notre travail, pour ce que nous savons faire. Alors ça m'amène à vous donner cette pensée. C'est la satisfaction clientèle qui fait le renom d'une entreprise. C'est la satisfaction clientèle qui fait en principe la notoriété d'une entreprise. Et le quatrième constat, la quatrième des choses que j'ai retenu par rapport à cet élément, c'est celui-ci. Tous les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les futurs entrepreneurs, ou ceux qui ont déjà entrepris une fois, qui sont tombés et qui pensent peut-être se relever, ils ont oublié quelque chose que cet élément nous a permis de savoir aujourd'hui et de noter. C'est celui-ci.
quand on entreprend, il faut avoir des collaborateurs, de bons collaborateurs. J'ai vu M. Oudon qui a parlé des collaborateurs. J'ai vu Romani qui a parlé des collaborateurs. Il a dit, mais il n'avait pratiquement personne autour de lui. Mais il avait quand même des collaborateurs qui lui donnaient le moral, qui l'appuyaient et qui disaient, mais tiens, ça peut aller. Lorsque vous réunissez autour de vous en fait, le capital humain, des ressources humaines, ces compétences-là, qui prennent votre entreprise comme la leur. Ils se mettent dans la peau du chef d'entreprise. Quand ça va chuter, c'est nous qui avons chuté. Quand ça va gagner, c'est nous qui avons gagné. Il y a des collaborateurs qui disent « Je veux grandir avec l'entreprise. Je veux évoluer avec l'entreprise. » Pas des collaborateurs qui viennent dire « Je vais faire 6 mois, prendre le salaire est parti. Je vais faire 1 an, prendre le salaire est parti. » Je reviens sur cet élément. Lorsque moi, je prends des gens en entretien d'embauche, je leur pose cette question. Dans 3 ans, dans 4 ans, que pensez-vous faire? Et cela est chaud parce qu'ils vont vous dire, dans 4 ans, j'imagine créer ma propre entreprise, ou dans 5 ans, j'imagine être directeur d'une entreprise. Alors, c'est que vous comprenez que, mais il vient chez vous, non pas pour vous offrir ses compétences, il vient pour acquérir l'expérience chez vous et pour aller créer pour lui. Donc, c'est un élément très important. L'élément nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et je tire chapeau à celle qui a réalisé l'élément. Merci, madame. Merci, Habib. Alors, Diane, qu'est-ce que vous avez noté lors de la réalisation de cet élément? J'ai noté beaucoup de choses et je pense que mes prédécesseurs ont tout dit déjà. Mais ce que je vais compléter, c'est déjà quand on les écoute et on entend qu'au début, par exemple, celui qui vend des matelas, il chargeait, il mettait sur sa tête les oreillers qui vont un peu partout. C'est quand même un homme. Et déjà, il a cru en lui, il a eu confiance et puis il n'a pas honte. Il sait c'est d'où il vient et comment est-ce qu'il veut évoluer, où est-ce qu'il va. C'est ça. Parce qu'il ne veut pas se donner peut-être il ne veut pas se laisser à la facilité, il veut quand même travailler. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate jeune, qui a déjà plus de 5 entreprises, c'est que c'est formidable. Lorsque moi j'ai entendu cela, j'ai dit, il a la volonté. C'est déjà la volonté parce que s'il n'a pas la volonté, il ne va pas en arriver là. Et après, on entend Estelle Agossadou qui vend quand même des colliers, des slips dans les maisons. Et aujourd'hui, il a une très grande boutique. Je pense que pour commencer déjà, penser, créer une entreprise, c'est la volonté qu'on a. Croire en soi et dit je veux commencer, mais où est-ce que dans 2 ans, dans 3 ans, où est-ce que je veux me retrouver? Penser à ça et planifier. Et lorsqu'on dépense, on a entendu Romari qui a dit lorsqu'il gagnait quand même les bénéfices, il n'utilise pas ça, il dilapide pas ça. Il sait pas, il finit de vendre, il va manger, il fait sa vie comme il veut. Il sait quand même que dans 2 ans, il a ça en vue. Comment est-ce que je veux me voir? Est-ce que je veux toujours continuer par vendre autour, dans la ville de Cotonou, me promener avec mes bagages, ce que je vends sur la tête et tout? Mais aujourd'hui, il se retrouve très fier déjà. Je ne dirais pas très fier parce qu'il se dit déjà dans 1 an, pourquoi pas, j'aurai encore plusieurs entreprises. Donc, envisager, planifier, s'organiser et savoir que dans peu de temps, ayons toujours ça en vue. Où est-ce que je pense me retrouver? Qu'est-ce que j'ai en vue? Et travailler pour cela, c'est très important. Alors, Justine Oviera, de la croissance à la maturité, qu'est-ce qui doit changer dans le développement? Est-ce que c'est le développement, mais dans l'entreprise, dans la manière dont l'entreprise fonctionne, c'est ça? De la croissance à la maturité, il faut agir sur 2 leviers. Oui. La communication. La communication. La communication, elle est sacrée, elle est sacramentelle dans l'entreprise. Vous devez suffisamment communiquer sur votre produit parce que avant vous, il y avait des produits et après vous, il y en aura. C'est à vous de faire l'effort de donner une place à votre produit sur le marché et ça passe par la communication. La communication, c'est la représentation de l'entreprise à l'extérieur. Et sous d'autres cieux, ou bien dans les variétés de la communication, nous parlerons de la communication corporate ou la communication institutionnelle. Pour rien qu'à entendre le nom de votre produit, qu'on puisse dire, oui, que le nom soit évocateur. Même si la personne n'a jamais expérimenté votre produit, rien qu'en entendant se dire, oui, j'ai entendu ce nom quelque part. Oui, je vois ça sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu ça chez un ami. Et lorsqu'on parle de la communication, ça intègre tous les aspects. Je ne le dirai jamais assez parce que je suis marketeur, communicateur. Donc je suis dans mon devoir. On ne le dira jamais assez. La communication, elle est verbale, mais elle est aussi non verbale. Et sur le produit, elle prend en compte le côté stylique, le côté design, avant de prendre en compte le contenu. Parce que ce que le client achète, ce n'est pas le contenu que le client achète, c'est le contenant. Ce qui attire sur un produit, l'esthétique. Merci Diane.
Donc voilà, donc il faut investir là-dessus. Mais ça, c'est le côté extérieur. Puis la communication est orientée vers le public. Mais à l'intérieur, la dimension intérieure, c'est quand on vient chez vous qu'on se sent vraiment dans une entreprise et non dans la peu près. Aujourd'hui, les gens sont dans l'amateurisme. À moins que vous ayez des cibles moins exigeantes. Si vous avez une boutique au marché dans Tokpa, quelqu'un ne viendra pas avec vous pour voir votre comptable ou pour voir votre chaya en communication. C'est vous seul qui êtes comptable. Vous êtes tout à la fois. Oui. Donc là, selon votre cible ou votre champ d'implantation, la rigueur est à nuancer. Mais une entreprise qui se respecte, une entreprise avant tout, c'est une organisation. Une entreprise avant tout, c'est une organisation. Et qui parle d'organisation, parle de rigueur, parle de chaque chose doit être à sa place, parle de la discipline. Donc de la croissance à la maturité. Il faut agir sur la communication et agir sur l'organisation interne de l'entreprise. Très bien. Oui. Je voulais ajouter à ce que nous a dit le coach et rappeler que aussi une entreprise grandit aussi en fonction du temps, c'est-à-dire en fonction de l'innovation. Lorsque vous êtes sur un marché, que cela soit concurrentiel, fortement concurrentiel ou peu concurrentiel, et on passe de la croissance à la maturité en fonction de l'innovation. Dès lors que vous étudiez votre concurrence, et vous découvrez que les concurrents sont en train de développer un autre produit en s'adaptant bien sûr au temps ou à la génération. Il faut anticiper sur le comportement du consommateur. C'est qu'il ne faut pas rester sur le même produit pendant 20 ans. Voilà. Ou bien des fois, c'est qu'il faut peut-être développer un service plus, toujours sur le même produit bien sûr. Oui, mais en améliorant toujours. En améliorant toujours et en restant dans l'innovation. Vous savez, quand vous envoyez vos commerciaux sur le marché, pour aller prospecter, pour aller rencontrer un client avec un produit qui a peut-être évolué. Les commerciaux parfois sont déçus du fait que c'est le client même qui rappelle au commercial, mais écoutez, ça c'est dépassé. Nous on a vu d'autres produits, ou bien on a eu d'autres offres par rapport à ci, par rapport à ci, par rapport à ça. Donc une entreprise aussi grandit, elle passe de la croissance à la maturité en fonction de l'innovation, en fonction de la technologie, en fonction de la génération, en fonction du temps qui s'y prête par ce moment-là. Très bien. Alors, étant donné que nous parlons de croissance, c'est bien notre mot du jour aujourd'hui, nous allons faire un tour à la régie pour mieux suivre de quoi il s'agit quand on parle de croissance. Aujourd'hui, nous allons parler du mot croissance. Alors, la croissance vient du latin, qui veut dire crescentia. C'est un nom féminin, comme vous le remarquez, qui veut dire augmentation des dimensions de l'ensemble d'un corps organisé, ou de l'une ou l'autre de ses parties. En termes clairs, qu'est-ce que cela veut dire? On parle de croissance lorsqu'il y a augmentation d'un objet, d'un être humain, ou de quelque chose, d'un concept. Quelques synonymes du mot croissance. Nous avons accroissement, nous avons agrandissement, nous avons la poussée, nous avons le développement, nous avons l'extension, nous avons le progrès, nous avons la végétation. Alors, une phrase pour symboliser le mot croissance. Nous remarquons depuis un certain temps au Bénin une croissance démographique. Dans ce cadre, on parle de l'augmentation du taux de naissance quand on parle de croissance démographique. Alors, dans le secteur économique, la croissance, c'est le progrès remarqué sur le plan économique. La croissance économique, par exemple, c'est l'accroissement des chiffres d'affaires ou tout ce que les économistes peuvent vous dire. De toutes les façons, c'est la prospérité du pays. La croissance au niveau des enfants, on parle de croissance, on dit qu'un enfant connaît de la croissance lorsque cet enfant-là a commencé par grandir. Il y a par exemple des produits que nous utilisons pour que nos enfants puissent grandir dans la paix et la joie. Le contraire du mot croissance, on peut retenir atrophie, la chute, la diminution, la décadence, la dépression, la récession, la stagnation. Voilà, croissance avec Casimir Jidago. Il est enseignant dans les collèges de la place. Alors, nous parlons de croissance, maturité. On ne va pas quand même ne pas parler du déclin, coach Vira. Bien entendu, nous n'allons pas éviter le déclin. Oui. Nous allons apprendre à surmonter le déclin. Oui. Vous savez, a priori, le déclin, c'est quand même dans le processus normal des choses. Ce n'est pas
quelque chose à éviter. C'est dans le cours normal, c'est dans le processus normal de l'entreprise. Parce que l'entreprise naît, a mis quelque chose sur le marché, ça a traversé les étapes. À un moment donné, c'est normal que ça chute. C'est normal. Ce n'est pas parce que le chef a mal géré, ce n'est pas parce qu'ils ont lâché, ils n'ont pas fait preuve de professionnalisme. Non, du tout. C'est dans l'ordre normal. Mais comment traiter la phase de déclin relève de la compétence. Très bien. Justement. Et maintenant, lorsqu'on parle du déclin, aujourd'hui, quel est le constat? L'entreprise qui n'innove pas se précipite vers le déclin. C'est-à-dire la première chose qu'il faut retenir. L'entreprise qui n'innove pas se précipite. Pourquoi? Le client a horreur de la routine. Vos prospects ont horreur de la routine. Le marché, la population, les consommateurs ont horreur de la routine. Par conséquent, l'entreprise doit être dans une dynamique permanente d'innovation. Et c'est pour ça qu'on doit intégrer la qualité créative, on doit l'associer à l'entrepreneur. Ça fait partie des qualités, ça fait partie des valeurs que doit avoir l'entrepreneur. Innover. Donc, plus vous innovez, plus vous allez durer et moins vite vous irez vers le déclin. C'est avant les 99. Ah, c'est possible même dater les 99 ans. Oui. En quoi faisant? Vous allez voir des entreprises, je suis tenté de donner des exemples pour mieux faire comprendre, mais vous allez voir, bon, je ne vais pas donner le nom de la marque, mais il y a un savon qu'on a connu en temps juste dans l'emballage en matière solide. Mais aujourd'hui, depuis des années, depuis 2002-2003, mais ce savon revient, cette marque revient, le même nom, mais sous la forme maintenant des homo, comment vous avez... Oui. Les téléspectateurs m'auraient compris sur ce que je veux dire. Oui. C'est une forme d'innovation. Vous avez par exemple les styles de communication où chaque entreprise, un peu comme le laboratoire, émet des choses, émet des campagnes, émet des promotions. Et ça fait entretenir le marché, ça fait tenir le public, ça permet à l'entreprise d'être toujours présent. Ce n'est pas juste par le nom qu'il faut être présent, mais ça dépend aussi de la manière dont vous bouleversez, la manière dont vous dandinez. Si bien que quand les gens finissent, vous allez à une réunion, on dit je suis employé de telle entreprise, on dit oui, mais vous faites tellement de bruit sur le terrain. Vous innovez tellement, j'ai vu votre produit passer. Et nos réseaux sociaux le font tellement bien au Bénin, quand on dit nos réseaux sociaux, généralement eux tous, je ne vais pas citer de nom, mais ils le font tellement bien, ils amènent tel produit, après un an, même un an c'est trop, 6 mois, on amène un autre. Donc c'est une belle manière de se tenir sur le terrain. Mais lorsque le déclin est là, ça c'est pour prévenir le déclin. Mais quand le déclin vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rhabiller le produit. C'est la meilleure stratégie. À moins que votre produit perde sa valeur, son apport. Si l'apport n'est plus pareil, le mieux, ça serait sage. Et ça serait même économique, rationnel d'enterrer le produit. Oui, c'est aussi un choix. Parce qu'on voit que ce à quoi le besoin auquel ce produit était destiné, le besoin a disparu peut-être. Donc c'est normal que le produit aussi disparaisse. Parce que c'est destiné à un besoin. Et ce besoin a été compensé par ce que nous appelons en jargon technique les marchés supports. Donc il y a des marchés supports qui jouent efficacement sur eux. Donc ce n'est plus la peine. C'est un peu comme nos agents à 4 ans d'antan. C'est parce que le concepteur de ces motos ne va pas vouloir dire bon, je veux fortement maintenir ces motos sur le terrain et les maintenir. Ils ne sont plus compétitifs comme celles qui sont là aujourd'hui. Donc quand le besoin n'est plus là, ou bien le besoin a été pris comblé par d'autres produits, il faut l'enterrer. Mais lorsque ce n'est pas le cas, il faut rhabiller le produit et au besoin diversifier sa clientèle, diversifier son portefeuille. Parce que les mêmes clients qui vous ont connus, lorsqu'ils attendent ce mot, ils disent j'ai des SSA une fois. Donc il faut atteindre de nouvelles cibles, il faut aller sur d'autres horizons. Et il n'y a pas que ça. Il faut faire ce qu'on appelle la diversification. Voilà, j'y parviens. La diversification des DAS. DAS qui sous-entend domaine d'activité stratégique. Donc, il est même recommandé qu'une entreprise équilibrée, une entreprise viable, doit avoir au moins 4 DAS, 4 domaines d'activité stratégique. Donc, pendant qu'un produit est à la phase de déclin, un autre produit sera à la phase de lancement, un autre produit sera à la phase de vedette, un autre produit sera à la phase de maturation, à la phase de vache à lait. Donc, c'est pour vous dire, l'entreprise en elle-même ne doit pas être surprise de ce déclin. Parce que lorsque l'entreprise, le produit vient à la phase de déclin, il ne permet plus lorsque le produit vient à la phase de déclin, voilà, je me reprends,
il ne permet plus à l'entreprise d'engranger des ressources. Donc, ce sont les ressources issues des autres produits qui vont permettre de venir relancer le produit qui est à la phase de déclin. Et si vous n'avez pas un autre produit, comment allez-vous ressusciter, comment allez-vous relancer le produit à la phase point mort? Il faut avoir au moins 4 domaines d'activité stratégique pour relancer le produit qui serait à la phase du déclin. Très bien. Alors, Mauton, la phase du déclin, comme il a dit, c'est normal. Il faut déjà savoir comment est-ce que vous voulez faire. Et comment est-ce que vous entrevoyez cette phase en tant qu'entrepreneur? Vous n'y avez pas réfléchi. Vous allez me dire que ça fait juste 1 an que, plutôt quelques mois, je vais dire quelques mois que ça rapporte. Il ne faut pas penser au déclin actuellement. Ce à quoi nous pensons actuellement, c'est de pouvoir quand même accroître un peu plus notre clientèle. Maintenant, on a pensé à ça, oui, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est visionnaire, on voit loin. Donc, c'est pour ça en réalité qu'on a déjà, au début, c'était juste un domaine. Après, on a rajouté, malgré que pendant ce temps, ça ne rapportait pas. Parce que c'est les clients, les mêmes clients qui sont dans ce domaine où ils disent « Ah, mais j'ai besoin de telles choses. Est-ce que tu le fais ?» Mais si toi, tu regardes, tu vois que tu as les capacités, une personne demande, 2 personnes demandent, 3 personnes demandent, mais pourquoi on ne va pas le créer? Donc, on a mis sur place un autre domaine et après, actuellement, on a mis encore d'autres supports, mais actuellement, on est en train même de penser d'ici 2 ans, rajouter parce que plus vous évoluez, il y a des domaines qui sont en chute. Il y a d'autres domaines qui les supportent et qui permettent à ce que vraiment, au niveau des ressources financières, que ça puisse toujours prendre. Donc, nous disons quand même que par rapport à cette phase de déclin, quand cela va se passer, on va peut-être après, maintenant, on va commencer par y penser. Beaucoup plus. Nous devons recevoir Nafissatou Hassani sur le plateau pour la deuxième partie de notre émission. Et je vais devoir libérer Mauton. Alors, votre mot de fin pour les téléspectateurs, Mauton. Alors, ce que moi, je peux dire à ceux-là qui ont envie de pouvoir se lancer, c'est de pouvoir quand même se donner à fond et peu importe les difficultés, savoir que c'est ceux qui affrontent les difficultés qui arrivent quand même à se hisser à un niveau élevé. Merci Mauton Weton, vous êtes entrepreneur. Je vais à présent installer Nafissatou, juste après ceci. Voilà Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel. Vous allez bien? À tous, ça va? Mais vous n'avez pas la pêche là ce matin. Le bonjour là est venu après. Bonjour, ça va? D'accord. Le message ce matin. Nous avons eu quelques messages et beaucoup pensent que pour créer une entreprise, ce n'est pas chose facile. Il faut beaucoup d'efforts et aussi beaucoup de persévérance. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être chef d'entreprise ou de créer une entreprise. Nous allons commencer par Thémos. L'ordre normal des choses veut que tout naisse, grandisse et meure. Mais je pense que l'entreprise est l'une des choses qu'on veut pérenniser éternellement. Tant sa mort est conçue comme un échec. Les étapes de vie peuvent donc se résumer à sa naissance, création, à son épanouissement et à sa pérennité. Mais pour en assurer la pérennité et la longévité, il y a ce que les spécialistes appellent la culture d'entreprise. Elle est une sorte de tradition et de valeurs sur lesquelles se campe et se fonde la vie de l'entreprise. Elle se construit grâce à la culture nationale, la culture régionale, la philosophie des fondateurs de l'entreprise, la culture des professionnels salariés de l'entreprise et aussi des événements marquants qui ont jalonné le parcours de l'entreprise. C'est cette ferveur qui anime les uns les autres et qui leur fait considérer comme un bien personnel et non comme simplement un lieu de travail. J'en veux pour preuve l'entreprise Disney. Elle a des valeurs inamovibles qui se transmettent de génération en génération. C'est sur ces valeurs-là qu'on greffe les nouveautés, car la culture d'entreprise ne se ferme pas à l'innovation. Elle est dynamique.
Très bien. Oui, bien sûr, la culture d'entreprise. Bien sûr, la culture d'entreprise qui est un peu comme la constitution, qui est un peu comme la loi de l'entreprise. Et aujourd'hui, quand vous parvenez à faire asseoir ça, ça vous donne un avantage, ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance dans l'entreprise. Parce que le sentiment d'appartenance, c'est que tout le personnel se réunit autour de l'idéal. Et cet idéal n'est rien d'autre que la culture que vous aurez instaurée, les valeurs qui gouvernent votre entreprise. Et vous communiquez là-dessus. Vous êtes dans des entreprises où, dans un format assez grand, on met les chartes de l'entreprise, les valeurs qui gouvernent l'entreprise. Et peut-être, lorsqu'on parle des cultures, peut-être la manière, la courtoisie qui se développe, tout est orienté, tout est canalisé. On ne laisse pas chacun, un peu comme dans une pétodière, faire ce qu'il veut. Donc la culture est assez fondamentale. Ça permet de consolider, ça permet de mobiliser et ça permet de faire asseoir le cerveau collectif, première chose. Ça permet de développer le sentiment d'appartenance, deuxième chose. Et ça permet également d'offrir des services de qualité qui est la finalité de l'entreprise. Un autre message? Nous allons poursuivre avec le message de Arafat. Tout commence par l'idée. On nourrit l'idée, on la grandit et c'est à travers cette idée qu'on avance progressivement. C'est tout un processus. Voilà, l'idée, c'est tout un processus, oui, exactement, le processus qu'on a déjà défini tout à l'heure. Oui. Lorsqu'on parle de l'idée, je fais recours à Thomas Edison qui dit l'idée c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Si les gens se limitent à l'idée, au niveau de la transpiration, ils n'ont pas le coup des franches, ils n'ont pas ce qu'il faut pour aller vers la transpiration. Donc c'est l'idée, je suis d'accord, tout part de là, c'est l'idée qui est concrétisée. Mais il faut s'armer et c'est ça que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas. L'idée, plusieurs étapes. Donc, Habib, un mot sur ce qu'il a dit. L'idée est utile. L'idée est vraiment importante parce que c'est même pas là que commence l'entreprise. Vous êtes assis, vous faites un constat autour de vous, vous arrivez à découvrir que autour de vous, il y a des gens qui ont ce besoin et vous avez la possibilité par votre idée de satisfaire ce besoin. Et c'est là d'ailleurs que commence l'entreprise. Mais une fois que vous avez l'idée, il faut la penser, il faut la repenser, il faut la travailler à plusieurs reprises. Il faut voir quelles sont les choses qu'on peut mettre autour de l'idée et quelles sont aussi les ressources humaines qu'on peut ajouter autour de l'idée. Plusieurs personnes ont l'idée, mais plusieurs personnes font l'entreprise. Ce sont les têtes pensantes que vous mettez autour de vous pour faire vivre votre idée et pour la faire réaliser. Il est vrai, notre société n'a pas encore accepté ça, mais sous dossier, ça existe. Il y a des gens, eux, ils sont des concepteurs d'idées. Et quand l'idée est conçue, eux, ils vendent les idées. Donc, eux, ils savent que leur limite, ça s'arrête là. Donc, tout le monde n'est pas entrepreneur. Tout le monde n'est pas entrepreneur, mais il y a des gens qui sont des génies. Vous allez dans les agents de communication, vous allez voir des gens qui sont dans leur bureau. Eux, leur but, c'est de créer. Et quand ils créent, ils amènent ça chez d'autres personnes pour la réalisation. Super. Mais ici, celui qui a son idée dit c'est moi qui c'est ça, veut forcément mettre ça en place. Oui. Il n'a peut-être pas les capacités requises pour le faire, mais tout part de l'idée quand même. Il y a Anna qui nous dit que créer une entreprise n'est pas chose facile et tout le monde ne peut pas le faire. C'est un grand effort que fournissent ceux qui arrivent à garder une entreprise et le transmettre à une autre génération. Avant qu'une entreprise ne soit prospère, il faut d'abord que les plans conçus soient solides. Les bases doivent être solides et il faut de la patience et de la persévérance pour y arriver. Très bien. Merci. Anna, oui, un autre message. Noé, beaucoup sont ces entreprises qui ont fermé. Ce n'est pas systématiquement par manque de capacité. Parfois, il y a des gens qui établissent leur plan, mais sans savoir que c'est à court terme et qu'au bout d'un moment, il faut mettre en place d'autres stratégies. Il faut du temps pour mettre en place une entreprise. Il faut se faire aider si possible. Le déclin, quand on n'arrive pas à s'en sortir, on ferme. Et puis, bon, peut-être que c'est la meilleure des choses aussi pour pouvoir mieux ressusciter après. Bien sûr. Parce que le déclin nous permet, quoi qu'on dise, d'actualiser notre niveau. D'actualiser, c'est ce qui est important. Un autre message. On ne se lève pas d'un coup pour créer une entreprise. Il faut réfléchir doublement, établir son projet et voir sur combien d'années elle peut tenir. Se préparer à tout pour affronter les moments de tempête également. Alors, justement, se préparer à tout, penser à sur combien d'années elle peut tenir. C'est bien cela. Est-ce qu'en créant son entreprise, on peut déjà y penser? Bien sûr. Parce que lorsque votre projet, tout part de l'idée, on l'a si bien dit. Lorsque
l'idée est bien conçue, bien imaginée, bien ficelée, et vous trouvez les personnes qu'il faut. Moi, je mise plus sur les personnes que sur les moyens financiers, matériels. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur place, mais le premier élément qu'il faut rechercher et à qui il faut accorder tout le prix sont les personnes. Si vous avez une bonne équipe et vous parvenez à faire asseoir un système, c'est ce que beaucoup ne parviennent pas à faire. Parce que l'entreprise ne dépend pas d'une personne. Et l'inconvénient, c'est que si vous n'êtes pas là, ou si vous êtes indisposé, ou si vous voyagez, l'entreprise tourne au ralenti. Or, il faut faire asseoir un système de manière à ce que même depuis mon lit, même depuis mon voyage, qu'il y ait une équipe, que le système fonctionne. La pensée de ce matin, Nafissat? La pensée de ce matin nous vient de Bena Nadoulek, une entreprise dans laquelle il n'y a pas d'ordre est incapable d'évoluer, mais une entreprise sans désordre est incapable d'évoluer. D'évoluer aussi. Une entreprise dans laquelle il n'y a pas d'ordre est incapable d'évoluer, mais une entreprise sans désordre est incapable d'évoluer. Ah oui? C'est important cette citation. Pourquoi? Lorsqu'il y a le désordre, ça permet au chef d'entreprise de recadrer beaucoup de choses, de corriger et d'amener forcément l'ordre. Lorsqu'il y a l'ordre constamment, ça ne permet pas au chef d'entreprise de découvrir le mal qui est en bas, le désordre qui est en bas. Donc l'ordre est important. Ça peut être caché en réalité. Il faut le découvrir. Vous savez même que tout ce que vous avez mis en place comme système circulaire, sanctions, demande d'explication, ci et ça ne règle pas toute la situation. Oui. Donc l'ordre est important, le désordre est important. Nous allons alterner et voir comment corriger pour tenir. Merci. Merci bien. Alors, Diane? Je rejoins M. Habib et je vais juste dire que là où dans une entreprise où il n'y a pas d'ordre, déjà le respect mutuel n'y est pas. Et il faut absolument un minimum de respect pour que tout se passe bien autour des collaborateurs, voire même l'employeur. Coach Justino? Mais lorsque le désordre est là, on va chercher à arranger le désordre. Oui. Mais si quelqu'un dira que lui, il est un ordonné dans le désordre. Mais quand vous voulez ordonner, ça vous amène à fouiller. Ça vous amène à défricher. Ça vous amène à bouleverser. Et dans le bouleversement, dans le défrichage, vous tombez sur d'autres problèmes. Donc, il faut qu'il y ait le désordre, que vous pensez à résoudre ce désordre. Et chemin faisant, vous tombez sur d'autres problèmes. Donc, c'est pour ça que le désordre permet également d'être un style de management. Mais dans le même temps, l'ordre, comme on le dit Victor Hugo, l'ordre est le chemin de la raison et le désordre atténue l'intelligence. L'ordre, c'est le chemin de la raison. Donc, quand il n'y a pas l'ordre, c'est qu'il n'y a pas de la raison. Et s'il n'y a pas de la raison, c'est qu'il n'y a pas de la décence. Et sans décence, imaginez ce que l'entreprise peut produire. Ouais. Nafissat? Oui, ils ont dit exactement ce que l'auteur pense de la pensée. Il faut un peu d'ordre et de désordre pour qu'une entreprise puisse survivre. Et il faut retenir que Bena Nadoulek, docteur en philosophie, est conseiller en stratégie et professeur d'Amasio. Il enseigne la mondialisation, les civilisations comparées et la stratégie aux dirigeants des grandes entreprises. Il a publié de nombreux ouvrages et il est né en 1951. Très bien. Alors, merci donc pour ces détails sur l'auteur de cette citation. Le mot du jour, nous avons quelques tests à vous faire lire pour pouvoir vous mettre un sourire sur le visage. Ce matin, si nous n'y avons pas parvenu depuis 7 heures du matin, Diane. On commence par le premier test qui dit ceci. Un chef de chantier crie à un ouvrier qui se trouve sur un échafaudage 6 étages plus haut. Marcel, tu es congédié. Il répond quoi? J'entends rien. Et puis le chef reprend, tu es renvoyé. Il répond quoi? Parlez plus fort. Il dit, tu es viré. Quoi? Laisse tomber, je vais virer Robert. En réalité, qui a compris l'histoire? Il est viré, il est congédié. Le chef de chantier crie à un ouvrier qui se trouve sur un échafaudage 6 étages plus haut. Marcel, tu es congédié. Il répond quoi? J'entends rien. Tu es renvoyé. Quoi? Parlez plus fort. Tu es viré. Quoi? Laisse tomber, je vais virer Robert. mais le chef s'est fait influencer par son employé. Oui. Parce que chaque fois, il dit voilà, que le gars revient de plus belle. Quoi? Tu dis quoi? J'entends rien. Pas plus fort. Et quand il voit ça, il dit ça, c'est pas un monsieur qu'il faut virer facilement. Il préfère virer le plus faible. Oui. Est-ce que finalement, c'est pas parce qu'il a choisi le mauvais moment aussi pour pouvoir passer son message?
Oui, il n'a pas été formel. Sinon, pour être formel, ce n'est pas depuis un 6e étage qu'on informe quelqu'un. De licenciement. Oui, Nafisat? Je vais laisser Dan pour Diane finir, d'accord. Alors le second, on parle de ceci. Vous savez, personnes donc, qui dialoguent, oui. Vous savez, c'est dur d'être patron. Je ne dors pas la nuit. Et le second répond, en même temps, tu dors pendant la journée. Alors, c'est dur d'être patron et vous dormez pendant la journée, Habib. Mais est-ce que le patron dort? Le patron ne dort pas. Le patron ne doit pas travailler. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y a les employés, ils travaillent dans l'entreprise, pour l'entreprise. Mais l'employeur travaille sur l'entreprise. Il faut sortir, il faut travailler sur l'entreprise pour que ça soit pérenne. Mais autre chose qui vous fait remarquer, c'est que la réalité du chef d'entreprise, les employés ne peuvent jamais le comprendre. Jamais. Parce que quand on ne voit pas le chef d'entreprise, au blond dit, mais il n'est pas venu depuis le matin. Et il se repose. Il se repose. Non, le chef d'entreprise porte l'entreprise sur ses épaules. Chaque employé porte son département. Moi, je suis chargé de la comptabilité, moi, je suis chargé du marketing. Donc, lui, il prend en charge son département. Mais le chef porte l'image, porte la notoriété. Et c'est pour ça qu'il est même le premier capital de l'entreprise. Donc, quand on ne voit pas, quand on ne pense pas, quand le chef vient peut-être à 18h, on dit il est resté chez lui depuis le matin, il vient à 18h. Non, il n'est pas resté chez lui, c'est vous qui pensez qu'il est resté chez lui. Parce que le chef utilise plus sa mémoire. Le chef est un concepteur. Et dans les plans, dans les niveaux d'une entreprise, il y a les 3 niveaux. Le niveau stratégique, où c'est le chef qui prend les entreprises associées de ses collaborateurs immédiats. Mais il y a le niveau tactique de ceux-là, les chefs de service qui sont chargés de veiller à l'application. Et il y a le niveau des opérationnels, ceux-là qui appliquent les décisions. Donc le niveau stratégique n'est pas forcément accompli dans l'entreprise. On peut se retrouver quelque part, d'autres pour le faire. Oui. On poursuit, c'est un ouvrier qui appelle son patron. Patron, je ne peux pas venir aujourd'hui. J'ai mal aux jambes, aux bras, à la tête, partout, quoi. Alors son patron réplique. Ce que je fais quand je ressens la même chose que toi, je demande à ma femme qu'elle me fasse une gâterie. Alors mon cher, essaie cela et rappelle-moi dans 2 heures pour confirmer que tu vas venir travailler. L'ouvrier rappelle son patron 2 heures plus tard. Patron, ça marche. Je n'ai plus mal aux jambes, plus mal aux bras, plus mal à la tête. J'arrive à travailler. Le patron, fier de son conseil, lui demande. Alors tu as suivi mon conseil? Oui, patron, répondit l'ouvrier. En passant, tu as vraiment une sacrée belle maison. Donc, c'est dit qu'il a essayé sa femme, quoi. La femme du patron, au lieu de demander à sa propre femme. Qu'est-ce qui attend un ouvrier pareil? Là-bas, il sera viré. C'est quoi cette grande ma compréhension? Alors, c'est le niveau bas. Si on le vit, c'est que le chef est trop gentil. Il faut aller très loin avec cet employé-là. Un patron du CAC4, CAC40 décède. Il arrive devant Saint-Pierre qui lui dit: vous avez créé des milliers d'emplois, participé au rayonnement d'un pays, vous avez donné à des associations caritatives, donc je vous accorde le droit d'entrer au paradis. Le patron remercie Saint-Pierre et se dirige vers les portes du paradis. Les portes s'ouvrent devant lui et le patron constate que des hommes sont en train de se faire fouetter, brûler vifs et autres formes de torture. Il retourne voir alors Saint-Pierre et lui dit: mais je ne comprends pas, je croyais qu'on était au paradis. Ah, j'ai oublié de vous prévenir, nous avons fusionné. L'enfer et le paradis ont fusionné. Le chef qui pensait être au paradis s'est retrouvé. Finalement, il s'est retrouvé dans la même entreprise, pas l'effet de la fusion. Oui, et justement, quand il y a fusion et quand il y a d'autres, disons, étapes, la fusion, la cession, la transmission pour une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Non, mais lorsqu'il y a la fusion suit des règles bien précises. Il y a tout un processus. Et ce processus prend en compte même le statut, vise l'intérêt également des employés. Parce qu'il y a des cas où on dira que ce n'est pas forcément les chefs d'entreprise qui procèdent à la fusion. Il y a une personne neutre, soit il y a des experts qui sont diligentés sur le dossier. Donc quand ils pensent avoir le corps, eux, de façon neutre,
travailler de manière à se regarder les intérêts aussi bien des employés et des biens et tout ce qui va avec. Maintenant, les déconvenus, c'est qu'à la suite d'une fusion, l'employé peut ne plus être dans une situation meilleure comme avant. Ça peut être de point de vue salarial, comme maintenant il n'a plus de boulot à faire. Mais l'un dans l'autre des cas, l'employé a toujours des voix pour se faire entendre. Il y a toujours des voix pour se faire entendre. Et tant qu'il pourra, il faut toujours éviter les bras de fer. Parce qu'on nous dira en stratégie que l'un des premiers éléments, c'est d'avoir les rapports de force. Tant qu'un rapport de force n'est pas en votre faveur, hésitez au maximum. Empêchez-vous, évitez au maximum les bras de fer. Je veux me faire entendre. Un employé n'entre pas dans un bras de fer avec son patron. C'est pas possible. Et c'est même dit dans la Bible, dans le livre de Deutéronome. Ceux qui lisent sont d'accord avec moi. Très bien. Alors, on peut aussi céder son entreprise. Bien sûr, on peut céder son entreprise avec tout le capital. Lorsque vous voyez, pour des raisons, peut-être que il faut être sage pour faire certaines choses. Vous voyez que vous n'avez plus la force, vous n'avez plus l'énergie pour parvenir à concrétiser la vision. Puisque l'entreprise, c'est une histoire de vision. Oui. L'entreprise, ce n'est pas d'abord l'argent que vous engrangez, ce n'est pas d'abord le chiffre d'affaires, mais c'est la vision. Parvenir, quelqu'un l'a dit. Que ce soit pérenne. Que ce soit pérenne. Donc, quand ça vient à ce niveau, et vous voyez que cette énergie vous fait défaut ou vous fait défaut, première raison, ou bien vous voyez que la postérité n'est plus en mesure de conduire votre vision, alors il faut simplement céder. Ou bien vous voulez diversifier, aller dans d'autres secteurs, il faut céder. Donc, ce sont des raisons qui poussent, bien entendu, à la cession du capital. Du capital. Très bien. Nafisat? Il faut retenir que l'entreprise moderne naît quand on décide d'en faire une structure permanente au début du XVIIe siècle. Les compagnies des Indes orientales au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France sont créées comme des institutions pérennes, des personnes morales. Et aussi, quand vous parlez de céder une entreprise, il faut avoir, quand il y a un message qui a dit tout à l'heure qu'il faut avoir le mental fort, celui dont le nom a été sur l'entreprise pendant des années, il sera un peu difficile pour lui de céder l'entreprise. Il peut ne pas tout céder, mais une partie pour que au moins son nom reste, ou bien une partie de son nom. Il faut être aussi humble pour être chef d'entreprise ou pour diriger une entreprise. C'est vrai que céder son entreprise, ce n'est pas très très facile, surtout quand on a dirigé pendant des années, des décennies et autres, et voir quelqu'un d'autre reprendre. Et parfois ça se fera même sans votre volonté. C'est ça. Prenons le cas d'Henry Ford qui a été chassé de sa propre entreprise. Oui. J'allais demander pourquoi, comment est-ce que ça se fait, qu'est-ce qui explique? Il y a le statut de l'entreprise. Nous allons revenir certainement sur sur les formes juridiques, mais lorsque l'entreprise est une SA par exemple, la personne du chef n'est plus aussi opérationnel, mais c'est celui qui a les parts majoritaires. Donc, et là, il y a une politique autour. Si nous sommes 5 ou 7 administrateurs qui siègent dans le conseil d'administration, si je parviens à avoir la majorité, première chose, si je parviens à avoir l'influence qu'il faut, deuxième chose, si au nom des parts ou des actions que je détiens, je parviens à évincer les tendances, la volonté du porteur de l'idée, naturellement, je vais le faire partie de sa propre entreprise, bien qu'il soit le porteur de l'idée. Malheureusement. Eh bien oui, nous allons conclure ce plateau. Habib, redonne-nous un mot à l'endroit de nos chers téléspectateurs qui voudraient entreprendre, s'apprêter donc aux différentes étapes de la vie de leur entreprise. À tous les téléspectateurs qui nous ont suivis pour cette émission, je voudrais d'abord qu'ils effacent de leur mental le concept de ce que entreprendre c'est difficile. Ce qu'ils auront à gagner en nous suivant cette émission, c'est de dire désormais que entreprendre, c'est facile. Deux, je les contrains à mettre en place un business plan pour pouvoir rendre pérenne leur activité. Et trois, je leur demande forcément d'aller vers les coachs, vers les consultants pour avoir le moral, connaître le statut, comment est-ce qu'on crée une entreprise, se faire accompagner, aller se documenter, c'est très important. Ne pas faire le va-t-en-guerre, mais bien se préparer. Je retiens et je conclus que entreprendre, c'est facile et on peut réussir quand on veut. Tout comme un organisme vivant, une entreprise naîtra, grandira et se stabilisera et finira par connaître un renouveau, soit ça va disparaître tout simplement. Alors avant d'aller entreprendre, il faut penser à tout ça et avoir le mental fort, croire en soi et en ses visions. Voilà. Comme elle vient de le dire, avoir un mental fort, il n'est pas permis à tout le monde de créer ou de diriger une entreprise. Il faut bien nourrir l'idée maîtresse et tout ira bien. Justine Ouvira. Qui va loin menace sa monture.
Et votre attitude déterminera votre altitude. La manière dont vous prenez votre entreprise, votre professionnalisme, votre capacité, vos carapaces, vos valeurs détermineront le niveau de votre entreprise. Et en conséquence, je dis, entreprendre, c'est une mission noble, délicate, pour protéger des bons entrepreneurs et chefs d'entreprise. Merci. Merci infiniment. Alors, vous les connaissez désormais, les différentes étapes de vie d'une entreprise, le lancement, la croissance, la maturité, le déclin. Et vous savez également, dès à présent, comment est-ce qu'il faut faire pour passer chaque phase de votre entreprise et surtout si vous voulez que votre entreprise reste pendant au moins 99 ans. Sachez comment faire pour pouvoir donc maintenir votre idée, votre entreprise dans le temps. Merci infiniment Nafissatou Hassani, Diane Onioje, Habib Kolono, merci. Vous êtes entrepreneur également, coach Justino Vieira, coach en développement personnel et des entreprises. Toujours un plaisir d'apprendre de vous sur le plateau. Je vous souhaite une excellente journée. N'oublions pas également qu'il a été là, Maoutan Wetan, il est entrepreneur. Passez donc une excellente journée et rendez-vous demain matin.